Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode à deux voix où on va parler d'un sujet important, celui de la pré-éclampsie. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres, je vous laisserai les sources de ces informations dans la description de l'épisode. Je lis ce que j'ai trouvé. Donc la pré-éclampsie, c'est une pathologie de la grossesse qui touche entre 2 à 8% des grossesses dans le monde et le risque de développer la pré-éclampsie est 3 à 4 fois plus élevé en cas de grossesse gémellaire par rapport à une grossesse où il y a un seul enfant à naître. Donc pour parler de ce sujet, j'ai reçu Marion qui est maman de jumeaux et qui a vécu cette pathologie au cours de sa grossesse. Avec nous, elle revient sur son début de grossesse où tout se passait bien et jusqu'au jour où à 32 semaines aménorrhées, pendant un simple suivi de routine avec sa sage-femme, la sage-femme lui détecte une tension élevée et une forte concentration en protéines dans les urines. Après ça, Marion est immédiatement hospitalisée et le diagnostic de pré-éclampsie est posé. Quelques jours plus tard, vu que ses symptômes s'aggravent, les médecins lui proposent une césarienne. Mais après l'accouchement et la délivrance des placentas qui auraient dû mettre fin à la pré-éclampsie, de nouveaux symptômes apparaissent pour Marion. Alors que Marcel et Léon, ces bébés qui sont nés prématurés, sont eux transférés dans un autre hôpital pour continuer leur suivi. Pour Marion, s'ensuivent des jours et des jours d'examen, de traitement et d'attente, le temps que sa tension se stabilise et que son corps retrouve un fonctionnement normal, ce qui lui permettra d'enfin pouvoir rencontrer et rejoindre ses fils. Dans cet épisode, Marion nous partage les symptômes auxquels prêter attention pour mieux détecter une pré-éclampsie et elle revient sur l'importance de surveiller sa tension tout au long de la grossesse pour agir le plus tôt possible en cas de problème. Avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance parce que j'ai eu un petit souci de son de mon côté pendant l'enregistrement, mais l'essentiel est là parce qu'on entend très bien Marion et son témoignage hyper précieux. Alors maintenant, je vous laisse découvrir son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marion! Bonjour Camille. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on connaît toutes de nom, mais qui est en fait pas si connu que ça, notamment les symptômes et le traitement derrière, c'est la pré-éclampsie. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es? Bien sûr. Donc je m'appelle Marion, j'ai 35 ans, bientôt 36, c'est très très proche. Et donc je suis maman de deux petits garçons, Gaston et Marcel, qui ont eu 2 ans il y a très récemment. Ça marche. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux revenir sur tes premiers projets bébés avec ton compagnon? Quand est-ce que ça a commencé? En fait, on a lancé le projet bébé en début d'année 2022. Et puis, je suis du coup tombée enceinte en mars, donc en mars 2022. Donc en fait, vraiment deuxième mois après l'arrêt de la pilule, donc hyper rapidement. Et en fait, j'avais un rendez-vous annuel calé avec mon gynéco, je crois, 10 jours après. Donc timing parfait pour aller voir. Et je lui dis, bah voilà, j'ai eu un test positif, etc. Elle me demande de quand datent mes dernières règles. Et en fait, elle me dit, ah bah ça va faire un tout petit peu tôt pour faire une écho de datation. Donc on reprogramme directement un rendez-vous, je crois, dans les 15 jours qui suivent. Je vais toute seule au rendez-vous parce que bah j'imagine pas avoir grand-chose en fait. Enfin, je me dis, c'est le tout début. Je me pose même pas. Enfin, c'est vrai qu'avec mon compagnon, on se pose même pas la question d'y aller à deux. Enfin voilà, j'imaginais un peu comme un résultat de prise de sang positif, quoi. On allait voir qu'un mini truc et voilà. Et en fait, et bah désillusion puisque en fait c'était un œuf clair. Donc voilà, j'avais le sac embryonnaire, mais il y avait rien dedans. Donc là, ben, grosse déception. Et ma gynéco de ville m'explique un petit peu le process en cas d'œuf clair. Donc, ton corps est censé réaliser tout seul que ben, en fait, la grossesse n'est pas évolutive. Et donc, avec une chute d'hormones, ben, normalement, tu fais une fausse couche en fait naturelle. Donc, elle m'explique ça. Et elle me dit, ben si d'ici une semaine c'est pas arrivé, on se revoit et on verra comment envisager la suite, sachant que bah, s'il n'y a pas de fausse couche naturelle, il faut partir en curetage. Donc déjà le mot me fait vraiment flipper, mais voilà, je me dis bon ok. Et donc je recherche, évidemment je tombe sur des cas où on a vu qu'il y avait rien et en fait à une écho plus tard il y avait quelque chose dedans. Enfin tu sais, toujours ces trucs un peu positifs où tu te dis mais non mais en fait c'est pas possible quoi. Ouais, ça te laisse quand même un peu d'espoir ou... Ouais, honnêtement ouais.
Et en plus, du coup, elle me demande de contrôler mon taux de bêta-CG assez régulièrement pour que justement on puisse voir quand il y a la chute et quand mon corps va comprendre qu'il va y avoir fausse couche naturelle. Et en fait, et bah, plus je fais de prise de sang, plus mon taux augmente. Alors, il augmente pas des masses, mais il augmente. Et donc, du coup, ben, dans ma tête, c'est complètement confus. En fait, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment rien? Parce que, en fait, ça augmente quand même. Alors, je sais que c'est censé plus que doubler. C'est pas le cas. Mais voilà, je commence à avoir des symptômes que j'avais pas. Donc, en fait, mon corps, enfin, avait pas du tout compris qu'il y avait pas de grossesse évolutive, quoi. Et était en mode, bon, bah, coucou les nausées. Bonjour, il se passe des trucs dans ton corps, quoi. Donc voilà, les prises de sang s'enchaînent, il ne se passe rien et j'allais avoir rendez-vous un lundi pour une écho de contrôle et en fait, et ben pendant le week-end, je fais une fausse couche naturelle. Donc ça se passe, je suis plutôt soulagée parce que je me dis que ça va m'éviter d'aller au curetage. Vraiment, le mot curetage et aspiration, c'était un truc, enfin ça me faisait très peur, je trouvais ça très invasif. Donc je suis plutôt soulagée que ça se fasse. J'ai rendez-vous le lundi du coup avec ma gynéco, on fait une écho et en fait j'ai évacué un peu des trucs mais pas du tout l'œuf clair qui est toujours là. Et donc elle me dit bah en fait il n'y a pas de procédure écrite, il faut aller aux urgences et puis ils vous prendront en charge et ils vous redonneront certainement un rendez-vous pour un curtage. Ok. Donc ce que Donc tu là redoutais, au ce que je final, redoute est en train d'arriver. En plus, pas de procédure. Donc je me dis, attends, je vais me pointer aux urgences. Je vais attendre combien de temps parce que je serai clairement pas prioritaire. Enfin, voilà. Et en fait, en parallèle, j'en parlais avec une copine par message et qui me dit, mais écoute, pourquoi tu vas pas dans telle clinique privée? Je pense que tu pourras avoir un rendez-vous. Enfin, en tout cas, quelque chose de plus calé et tout. Et je me dis, mais ouais, elle a raison. En fait, ça coûte rien d'essayer. Et du coup, j'appelle cette clinique privée et en fait, elle me donne un rendez-vous le lendemain en me disant, bah voilà, venez demain à 15h30, vous verrez, docteur machin, enfin voilà, donc un gynéco. t'avais un vrai rendez-vous. Donc là, j'avais un vrai rendez-vous et je lui dis, mais d'accord, mais enfin, ça va durer combien de temps en fait? Parce que moi, ça fait quand même déjà plus de 10 jours que j'ai le truc, enfin bon, enfin que j'ai le truc en tête et que j'ai toujours l'œuf clair dans mon corps, donc un peu voilà paradoxal comme situation. Elle me dit non mais madame, on va pas vous laisser dans cet état-là, enfin voilà vraiment on va vous prendre en charge, ne vous inquiétez pas, vous verrez demain avec le gynéco. Et du coup, ben, je me rends le lendemain au rendez-vous, bah avec du coup mon compagnon, j'y vais évidemment pas toute seule. Et en fait, je lui explique la situation, on fait une écho, et il me dit, bah en fait, il y a trois possibilités. C'est soit vous attendez qu'effectivement il y ait une nouvelle fausse couche naturelle, parce que quoi qu'il arrive, votre corps à un moment donné va éjecter le sac. Soit vous prenez des cachets avortement, soit on va au curetage. Il me dit, voilà, c'est les trois possibilités qui existent. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Du coup, moi qui étais vraiment en flip du curetage, je lui dis, bah non, bah si on peut éviter le truc, je préfère clairement prendre les cachets d'avortement. Il me dit, ok, bah c'est ce que moi je vous aurais préconisé, mais je voulais d'abord avoir votre avis. Donc on part là-dessus. Et du coup, il nous explique comment ça va se passer, que j'ai deux cachets à prendre, avec 4 heures d'intervalle, que ça va quand même pas mal me secouer et être assez violent, que je peux pas passer à côté de la chose, enfin que vraiment je vais voir le truc s'évacuer, etc. Donc on rentre à la maison, je prends ce premier cachet, et je crois au bout d'une heure, des contractions mais de fou. Je me dis mais je vais pas tenir. Enfin, j'ai l'impression que ouais, c'est hyper violent. J'arrive même pas à exprimer ce que je voudrais ou ce qui pourrait me soulager. Je suis clairement en train de, désolée pour les détails, mais de me vider de tout ce que je peux, d'où je peux. Et ouais, c'est hyper dur, ça me secoue. Enfin, vraiment, je me retrouve dans un sale état. Je sais même pas ce que j'évacue ou pas au final, parce que ben c'est tellement violent que j'arrive pas à me dire il y a quelque chose de sorti ou pas. Et du coup, fin de cet épisode un peu compliqué, on se coach avec Adrien et je lui dis fais-moi un plat de pâtes parce que je me dis bah il faut que je reprenne le deuxième cachet donc vraiment on va y aller dans des conditions genre grande sportive, on y va quoi. Euh, donc plat de pâtes, je lui dis quand je te montrerai ci, c'est que je veux ça parce que si c'est comme la première fois, j'arriverai pas à te parler. Si je te montre un verre, c'est que je veux de l'eau. Enfin, vraiment. Voilà. Je prends le deuxième cachet et rien. Ok. Pas une Est-ce contraction. que tu penses que tout Rien. s'était éliminé déjà Non, clairement pas. Enfin, en tout cas, parce que vraiment, comme il m'avait dit, vous pourrez pas passer à côté. Pour moi, vraiment, j'allais voir ou sentir un truc et en fait, c'était pas le cas.
Et du coup, bah, la nuit se passe, je mets un peu une serviette dans mon lit en me disant si jamais et tout. Et en fait, bah, rien. Vraiment, la prise du deuxième cachet, c'est strictement rien passé. Du coup, le lendemain matin, j'appelle le secrétariat du gynéco et j'explique le truc. Et en fait, alors je crois que c'est 30 à 40% des cas, l'évacuation peut se faire jusqu'à 72 heures après la prise du médicament. Donc évidemment, je suis dans ce cas-là, puisque ça fait déjà plus de 15 jours que j'ai ce sac gestationnel que je voudrais évacuer et qui ne part pas. Et donc, eh ben, j'attends les 72 heures. Tu dois être dans une appréhension aussi que à tout moment, au Ben, cours en de ça, fait, c'est ça. Et puis, bah, je pouvais rien faire, je bossais à moitié. Enfin, là, j'avais demandé un arrêt. Bah, en fait, c'est pareil, c'est toujours le cas tu fais une fausse couche, t'as pas d'arrêt de base prescrit par les médecins. Heureusement, mon employeur a été hyper compréhensif et j'ai clairement dit que je savais pas quand je pourrais me déplacer à nouveau ou pas parce que bah, je voulais pas être sur site au cas où. Enfin voilà, vraiment, enfin, j'avais été hyper transparente et pour le coup, on m'a laissé. Bah, je pouvais faire du télétravail ou être en arrêt je l'ai évidemment pas été pendant 3 semaines, hein, parce qu'à un moment ouais. donné, tu vas pas attendre désespérément qu'il se passe quelque chose, mais voilà. Du coup, ça avait quand même pu permettre d'aménager un peu les choses. Et en fait, et bah, rebelote sur un week-end, donc ce qui était pas plus mal. Pareil, on était avec des amis et en fait, je suis allée aux toilettes et bah, en fait, il y avait quelque chose au moment de m'essuyer et bah, genre voilà, quelque chose d'un peu déstructuré et tout. Je me dis, est-ce que c'est ça ou pas ça? Bon, voilà. Et en fait, comme j'avais rendez-vous lundi avec le gynéco, je lui dis, bah, vraiment, j'ai perdu quelque chose, mais je saurais pas dire si c'était ça ou pas. On fait une écho et effectivement, il n'y a plus le sac gestationnel. Par contre, il me dit, il vous reste des caillots, il faut que je les mesure parce que s'ils sont trop gros, et ben, ce sera curetage. Et là, je suis là, non, c'est pas possible en L'histoire fait. pour au final, elle Non, s'arrête à non, c'est curetage. pas possible. Depuis le début, je veux pas. Enfin, et il les mesure et ils sont pas gros. Enfin, ils sont gros, mais ça passe. Et du coup, il me dit, vous allez les évacuer toute seule avec vos prochains cycles et voilà. OK. Donc cet épisode d'œuf clair me secoue quand même pas mal. Le gynéco nous conseille de toute façon de laisser passer un cycle ou deux et enfin voilà, que le cycle se remette clairement avant de retenter quelque chose. Ouais. Et puis de toute façon, j'aurais pas été, je pense, psychologiquement capable direct de me dire allez, on se remet dans un truc quoi. Juin se passe, juillet, les vacances d'été, tout ça, le soleil. Ouais. Je me dis bon ben vas-y, on va pas faire attention. Enfin, donc deuxième tentative. Et donc ouais, c'est la dernière semaine de juillet et en fait début août, soit 7 à 10 jours après les essais, bah je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps. On marche, je commence à avoir des petits vertiges. Enfin vraiment, il se passe un truc quoi. Et du coup, C'est des symptômes que tu avais eus pour la première, enfin la première fois après le premier j'avais eu un petit peu des petites choses, mais pas aussi marquées. Vraiment, voilà, j'avais eu un petit peu la nausée, j'avais senti un peu au niveau de ma poitrine qu'il se passait des choses, mais pas cette sensation de vertige de tête qui tourne, à tout moment, je vais tomber, quoi. Tu te dis que ça peut être, du coup, une deuxième grossesse ou Ouais, tout de suite. ouais, tout de suite? Vraiment, tout de suite, je me dis, ah là, je pense que, bon, voilà. Je fais un test précoce. Mais alors, en fait, pareil, précoce, normalement, c'est censé être, je sais plus, 4 à 5 jours avant tes prochaines règles. Enfin, c'est pas censé détecter. Je crois que moi, je suis quasiment 10 jours avant, du coup. Et là, il est positif tout de suite. Et là, je me dis, bon, ok, c'est bien ce que je pensais, je suis à nouveau enceinte. Du coup, bah voilà, je l'annonce à Adrien. Et quelques jours après, pareil, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de symptômes. Et du coup, je le dis à une de mes super copines. Et je lui dis, écoute, c'est bizarre, je suis enceinte, mais ça va hyper vite. Je me demande s'il y en a pas plusieurs. Et donc elle me dit non, mais tu penses ça, alors en fait ça se trouve t'es enceinte d'un cycle d'avant, t'as beaucoup de symptômes, etc. Et je dis non, mais je sais pas, enfin il y a un truc quoi. Elle me dit bah va faire une prise de sang, tu verras bien le taux que ça, enfin tu verras bien si c'est une grossesse toute récente ou pas. Et du coup, je vais faire une prise de sang et j'ai un taux de bêta-CG qui est tout petit parce que bah effectivement, en fait, enfin, je suis enceinte de même pas 10 jours, donc il y a rien. Enfin voilà, il y a un début de quelque chose, mais il y a rien. Et du coup, heureusement peut-être parce que ça m'aurait peut-être paniqué de voir un taux complètement exorbitant où je me serais dit, mais en fait, attends, ça se trouve t'es enceinte depuis un mois, tu le sais pas, tu t'en es pas rendu compte. Enfin voilà.
Et donc ça c'est début août. Je prends rendez-vous du coup avec mon gynéco sur fin août en me disant bah voilà la grossesse elle a commencé la dernière semaine de juillet, je serai à 5-6 semaines fin août, on verra ce que ça donne pour faire une écho de datation cette fois-ci. Et là, je décide de me réorienter vers le gynéco du coup qui m'a aidé pour l'œuf clair. J'abandonne complètement ma gynéco de ville que j'avais trouvée un peu pas forcément bienveillante et un peu archaïque dans les process. Voilà, donc je me dis, je sais pas, cet homme-là, je lui ai fait enfin, j'ai eu un bon feeling, j'ai trouvé qu'il m'avait bien accompagnée et du coup, je décide de retourner chez lui. Et on a rendez-vous un lundi, pareil, fin août. Et en fait, le dimanche, je commence à avoir un peu des saignements qui s'est intensifié un peu dans la journée. Et du coup, bah, j'en parle à Adrien et il me dit, écoute, viens, on va aux urgences. Moi, je vais pas passer la journée et une nuit sereine si on vérifie pas qu'il se passe quelque chose. Et en fait, lui il me dit, écoute, Marion, si jamais on est à nouveau dans un truc un peu pas normal, à nouveau œuf clair, bah, en fait, ça nous fera gagner une étape. On saura que c'est ça. Et du coup, demain, avec le gynéco, on pourra envisager autre chose. Et je pense qu'il avait vraiment besoin d'être rassuré aussi. Ouais, complètement. Et donc, du coup, on va aux urgences gynéco. Et bah, évidemment, pas prioritaire encore. Donc, je sais qu'on va attendre pendant un petit moment. Donc, je sais pas, je pense que ça fait une petite heure qu'on est là. Et là, on nous propose de voir une étudiante. Je sais plus si elle était sage-femme ou gynéco. Et elle nous dit, ben voilà, si vous voulez, je peux faire la consultation. Par contre, si ça nécessite un avis d'un interne ou que je suis pas sûre de moi ou quoi, ben je préfère, vous attendrez un petit peu et on attendra une disponibilité d'un interne. Ça marche. Bon, bah, jusque-là, ok, allons-y. En fait, j'ai toujours ce truc en tête de je sais pas pourquoi il y en a deux. Et pour l'anecdote quand même, moi depuis que j'ai 16 ans, je dis que je veux être maman. Enfin, c'est vraiment un truc, je pense, viscéral que j'ai en moi. Enfin, je me suis jamais posé la question de enfant ou pas enfant. Enfin, genre, pour moi, ça a toujours été très clair qu'il y aurait enfant et je pense que si j'avais pas pu en avoir, ça aurait été très très difficile à vivre pour moi. Mais en plus de ce discours, j'ai toujours dit tout sauf des jumeaux. Ce serait mon pire cauchemar. Voilà, voilà. Donc bref, on est aux urgences et l'étudiante, bah voilà, commence à me faire l'écho et puis elle regarde, elle regarde, elle regarde. Bon, enfin elle passe en tout cas sur mon ventre. Et puis elle me dit, mais vous auriez pas envie d'aller faire pipi? Je lui dis, bah si, bah allez-y quand même. Donc j'y vais, je reviens, puis elle repasse, puis vraiment ça prend enfin, je pense au moins 5 minutes, 5-10 minutes sans qu'elle nous dise vraiment rien, quoi. Et on finit par lui dire, mais il y a quelque chose ou pas? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Et donc elle nous dit, oui, oui, mais je suis pas sûre de moi, je préfère faire vérifier par l'interne. Donc voilà, restez là, je reviens. Et c'est vrai que moi, quand elle passait sur mon ventre, je voyais bien qu'il y avait deux choses à peu près similaires qu'elle regardait. Mais tu sais, quand tu sais pas ce que c'est, je me dis, j'en sais rien, ça se trouve c'est mes ovaires, je sais pas, enfin tu vois, il y a deux trucs, elle passe de droite à gauche, enfin bon. Mais quand même au-dessus de ma tête, je regarde Adrien et je lui fais deux avec mes doigts. Enfin, je sais pas, je suis allongée, j'ai les bras derrière le dos et je lui fais deux. Genre, je sais pas, elle est quand même insistante sur deux choses, quoi. Et elle quitte la pièce et là, Adrien il prend son téléphone et il tape grossesse gémellaire 5 semaines. Et ça nous affiche une photo. Et en fait, bah, clairement, c'est ce qu'on a devant nous sur l'écran, quoi. Donc là, ok, panique. Enfin, moi, j'ai un petit moment de ouah. Et lui, il me dit, mais non, mais Marion, si tout va bien, c'est l'essentiel. Et il me dit qu'il y en ait 2, 4, 5. Enfin, il saute même le 3, lui. Ça y est, il est parti. Il me dit qu'il y en ait 2, 4, 5. Tant que tout le monde va bien, c'est ok et tout. Et moi, je suis là, non, 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 en fait, tu vas te calmer tout de suite. Et du coup, l'interne revient et elle me demande si c'est une grossesse spontanée. Et alors moi, pas du tout dans le milieu médical ou quoi, je lui dis oui, oui, c'est voulu. Elle me dit non, non, mais naturel. Oui, on n'a pas été aidé, non, en effet. Et donc elle me refait une écho. Elle me dit parce que là, il y a un premier embryon et là un deuxième. Félicitations, vous attendez des jumeaux. Et du coup, elle me dit vous allez voir, c'est génial. Moi, j'ai un frère jumeau. Et en fait, ma première réaction, c'est de lui dire, ouais, ok, cool, mais vos parents, ils sont toujours en vie. En Waouh. fait, j'ai eu ce truc de, ok, bah toi, t'as vécu ça très bien avec ton frère ou ta sœur, mais genre pour les parents, quoi. Enfin, genre là, tout de suite, moi, je suis dans un truc de, ouah, deux bébés en même temps. Enfin, Tu t'es pas un petit peu préparée justement sur les jours d'avant où tu avais quand même ce pressentiment quand tu l'as annoncé quand même à tes proches en disant que ouais. tu sentais qu'il y avait quelque chose?
Ça t'a pas un peu préparé à l'éventualité d'avoir quand même des jumeaux? Je pense que je l'avais dans un coin de ma tête, mais c'était tellement surréaliste pour moi que c'était pas possible en fait. Enfin, Ouais. et en même temps, j'en avais conscience. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que j'avais conscience. Enfin, je me disais c'est quand même possible, mais en même temps, j'avais pas du tout accepté le truc pour, enfin voilà, de me dire que ça allait être ça quoi. Du coup, suite à la découverte de la gémellité, comment elle se passe ta grossesse? Moi, j'ai une super grossesse, vraiment. J'ai travaillé quasiment jusqu'au bout. Enfin, je me suis arrêtée 10 jours avant le congé pato. Non, mais vraiment en forme, des suivis mensuels avec écho, mais où tout va bien, où les deux bébés se développent bien, où bah pas de diabète gestationnel, pas de, enfin voilà vraiment. Et puis zéro mot de la grossesse. Et en fait, le gynéco, à partir de 30 semaines, aménorrhée, il m'avait prescrit un suivi sage-femme à la maison. Volontairement, j'avais cherché quelqu'un qui avait suivi des grossesses gémellaires. Je sais pas, c'était important pour moi. Je voulais quelqu'un qui avait en tout cas cette habitude. Et alors, étonnamment, je voulais que ce soit quelqu'un qui puisse justement me parler de la prématurité et de toutes les éventualités, parce que bah voilà, on sait très bien que c'est possible. Je voulais qu'on puisse envisager toutes les possibilités d'accouchement, bah, voix basse, César, l'un en voix basse, l'autre en César. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. Et ben voilà, 30 semaines RAS, 31 semaines. En fait, je vais tellement bien que je m'écoute pas du tout et qu'un week-end, un dimanche, on va arpenter le roi Merlin comme des fous et je marche comme si, comme si bah, j'avais que moi dans mon corps. Ce qui fait que le soir, et ben, j'ai eu évidemment un bel épisode de contraction. Et quand j'ai vu la sage-femme dans la semaine, du coup, elle m'a contrôlé mon col. Et il n'était pas ouvert ou quoi, mais il avait commencé quand même à se réduire. Donc elle m'a dit, ah, je préférais quand même que vous alliez faire un tour chez votre gynéco pour vérifier que tout va bien, parce que voilà, ça a quand même réduit, donc qu'on passe pas à côté de quelque chose. Et du coup, je vais chez mon gynéco et lui me prescrit du coup, donc on est à 32 semaines, il me prescrit des piqûres de corticoïdes pour maturer les poumons des bébés. Donc bref, donc on fait les deux piqûres, je suis un peu shootée et puis ça, je crois que le mercredi, ouais, ça devait être en début de semaine, et le mercredi, je commence à aller mieux, j'ai eu une bonne nuit de sommeil, je me dis, ah là, ça y est, les effets des corticoïdes sont passés, trop bien, je me sens à nouveau moi-même et plus en dehors de mon corps, parce que j'avais vraiment cette sensation de, je suis là, mais pas là, quoi, enfin, un peu étrange. Et la sage-femme revient pour son petit suivi hebdo. Et en fait, elle arrive et comme à chaque fois qu'on se voyait, elle me faisait faire pipi sur la bandelette. Donc en fait, pour checker les protéines dans les urines. Donc en fait, c'est ce qu'on fait en mensuel dans les rendez-vous classiques ou dans enfin, toutes les grossesses quand on va au laboratoire. On fait souvent prise de sang pour la toxo et puis pipi pour contrôler les protéines dans les urines. Donc là, elle me le fait à domicile. Et en fait, le truc se colore tout de suite sur la partie protéines. Elle me dit bon, elle me prend ma tension et je crois que j'ai une tension à 15 ou 16 à ce moment-là. Donc déjà là, ça commence un peu à être signe d'alerte. Elle me dit bon, on va faire le cours de prépa, le monito, et on refera protéines dans les urines et tension à la fin de tout ce temps-là. Peut-être que voilà, on va se reposer, posez-vous sur le canapé et on va voir ce que ça donne. Et puis elle me reprend ma tension qui a pas du tout baissé, je suis toujours à 16 et je refais pipi sur la bandelette et là le truc, je crois que ce qui avait coloré déjà un peu de base, là se colore, tu sais, t'as différentes nuances. Là vraiment, le truc se colore tout de suite. Toi, tu te sentais, enfin, tu sentais quelque chose Pas du tout. particulier? Vraiment pas. Je suis en forme. Non, franchement, j'aurais pas du tout. Enfin, honnêtement, si j'avais pas eu cet échantillon d'urine et ma prise de tension, je me serais pas du tout rendu compte qu'il se passait quelque chose, hein. Enfin, voilà. En tout cas, à ce moment-là, j'ai zéro symptôme autre. Donc, bon, pour moi, j'aurais vraiment pas vu le truc venir. Et du coup, je lui demande, ben, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, bah, allez quand même à la maternité voir votre gynéco. Moi, je pense que c'est quand même mieux qu'il vous fasse un petit check. Et je lui dis, mais je dois prendre un sac. Enfin, comment ça se passe? Elle me dit, oui, bah, prenez quand même au cas où pour cette nuit, quoi. Donc, on y va en fin de journée. Et au moment où j'arrive, il me dit, ah, encore vous, puisque bah, la semaine d'avant, j'y étais allée pour les corticoïdes. Il me dit, oui, bah, c'est le rendez-vous du jeudi. Je lui dis, oui, bah, tout à fait, voilà, on va se voir tous les jeudis à partir de maintenant. Et il me dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je lui dis, ben, tension et protéines dans les urines.
Donc il me dit, bon, ok, tendez-moi votre bras, on va prendre la tension, on va voir tout de suite. Et en fait, bah, je pense que le fait d'avoir bougé encore plus et de m'être rendue jusqu'à la clinique, j'ai 17 de tension. Donc là, tout de suite, il me dit, oh, bon, ok. Et lui, pour le coup, il pose le mot de prééclampsie. Il me dit, ben, tension plus protéines dans les urines, votre corps est clairement en train de nous faire passer un message là. Et il me dit, je vais faire une écho quand même de contrôle, on va refaire des tests urinaires et sanguins, et en fonction du résultat, c'est pour ce soir. Waouh. Je suis à 32 plus 6. J'ai pas du tout, enfin, j'ai pas du tout anticipé ça. Après, je pense que personne ne peut l'anticiper, mais enfin, je suis pas du tout dans cette optique-là. C'est pour moi le terme, il est encore hyper loin. Comme j'ai eu une belle grossesse et que jusqu'à maintenant tout allait très bien. Enfin voilà, je me sens hyper bien, zéro symptôme. Enfin voilà, donc je me dis ok. Et en fait, il nous explique que ben voilà, là, on va plutôt compter en fonction des résultats, on va plutôt compter en jours, voire en semaines, mais qu'en gros, enfin, ça va pas être dans Imminent 5 dans ou tous 6 les semaines. cas, ouais. On descend en chambre. Je crois que j'ai à nouveau des monitos et puis là, un suivi du coup de ma tension assez régulière qui est qui redescend un petit peu, mais qui est pas non plus top. Mais du coup, mes résultats d'analyse d'urine sont pas si pires que ça. Donc le gynéco me dit, bon bah voilà, ce sera pas ce soir, on se laisse le temps, on voit ce que ça donne et voilà. Donc moi je reste à l'hôpital, je dis à Adri de rentrer dormir à la maison, je lui dis écoute, de toute façon t'as compris que ça va pas être pour cette nuit, enfin de toute façon j'ai zéro travail, donc voilà, il se passe rien, enfin entre guillemets, il se passe rien, si le gynéco dit on attend quoi. Et le lendemain, il repasse dans l'après-midi. Je crois que je vois le gynéco le matin qui me refait un petit check. Bon, bah, la tension, c'est pas fou. Et je commence certainement déjà là à prendre des médicaments pour réguler ma tension. Et puis, bah, je dois faire des analyses d'urine toutes les 24 heures là pour checker un peu le taux de protéines dans les urines. Et, Est-ce qu'il y a une et en action qui est possible justement sur la prééclampsie? Est-ce qu'ils peuvent agir sur quelque chose ou pas du tout? Alors, c'est donc le corps, de la femme qui rejette le placenta des bébés. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un match qui se fait pas et là, le corps dit, il faut que enfin, ça prend un peu le placenta comme un intrus, qu'il faudrait, éliminer. Hem, du coup, en fait, le seul moyen d'arrêter une prééclampsie, c'est finalement d'enlever le placenta, du corps de la femme, donc l'accouchement. Donc il y a pas de moyen d'arrêter vraiment la prééclampsie, mais en tout cas, potentiellement de la calmer en fonction des symptômes. Et moi, à ce moment-là, mes symptômes étant que la tension et les protéines dans les urines, bah, la première chose qu'ils tentent de faire, c'est de calmer ma tension pour qu'on régularise un peu le truc. Vous vous sentez comment, vous, par rapport à ça? Le risque de prématurité, le risque aussi sur toi du fait de la prééclampsie? M Moi, dans ma tête, je vais rentrer à la maison, mais je pense que je suis dans un déni complet du truc. Je sais que c'est mon gynéco qui le garde ce week-end-là, donc moi je me dis oh bah ok, il me garde encore aujourd'hui, c'est vendredi, c'est lui demain. Demain matin, il va me faire un bon de sortie quoi, avec un suivi à domicile. Enfin vraiment, je suis dans ce truc-là, mais je pense vraiment que je mesure pas le truc. Alors qu'Adril est vraiment dans le non mais en fait t'as pas compris que c'était un jour. Enfin juste tu vas pas Ouais. rentrer Marion. Vraiment je pense que lui il a plus pris la mesure de la chose que moi. Et en fait bah pendant qu'on descend à la cafette pour boire un truc, j'ai la sensation d'avoir une très très grosse contraction qui ne passe pas en haut du ventre. Vraiment je suis pas bien, j'arrive pas à me positionner, je me sens mal, je tourne sur mon petit fauteuil là, je dis écoute il y a une contraction qui passe pas, bien on remonte à la chambre, je vais m'allonger, on va voir un peu ce que ça donne. Et ça passe pas, c'est douloureux. Et donc, j'appelle la sage-femme de l'étage et je lui dis, bah, voilà, les contractions qui passent pas, je vais prendre du Spasson. Elle me dit, bah, faites, et puis si vraiment ça va pas, bah, vous me rappelez, quoi. Et du coup, je prends, il se passe rien, j'ai toujours hyper mal au ventre. En tout cas, j'ai cette sensation d'être toute dure en haut du ventre. Donc, je la rappelle, elle vient, et en fait, directement, elle me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, bah, je sais pas, j'ai une contraction qui passe pas vraiment, c'est douloureux, quoi. Et je la revois mettre sa main sur mon ventre et en fait, bah, sa main s'enfonce entre guillemets, mais en tout cas, voilà, s'enfonce dans mon ventre. Elle me dit, mais vous avez pas de contraction, il est pas Ouais. dur votre ventre. Je lui dis, mais si, mais j'ai mal là. Et en fait, je lui montre vraiment, on va dire une barre sous la poitrine et vraiment en haut du ventre, vraiment au niveau de l'estomac un peu, voilà, sous la poitrine. Et je lui dis, mais je sais pas, j'ai mal là. Et en fait, elle me dit, mais vous avez mal là comme une barre? Et je lui dis oui.
Elle me dit: «Ah d'accord, OK, bon bah, je vais appeler le gynéco». Et alors en fait, ce que je ne sais pas, c'est que dans les symptômes de la prééclampsie, donc petit message d'alerte à toutes, donc il y a la tension élevée, les protéines dans les urines, on parle du bourdonnement dans les oreilles, d'une très grosse migraine, des mouches devant les yeux, voilà la sensation d'avoir, la vue un peu mouchetée. Une barre épigastrique, donc qui est en fait celle que moi je suis en train d'avoir, donc vraiment une sensation de barre. Enfin pour moi c'était une très grosse contraction, mais du coup un truc vraiment très en haut du ventre. Et peut y avoir de l'œdème, gonflement dans le visage, etc. Bon alors ça c'est vraiment dans des cas très avancés, mais en tout cas ça peut permettre de détecter en tout cas quelques premiers signes de la prééclampsie. Et donc en fait, au moment où moi elle me dit ça, je pas du tout, enfin elle me dit ah, une barre là, ok, j'appelle votre gynéco, bon pareil, elle me rend pas trop compte du truc. En fait, elle l'appelle et il lui dit non mais il faut bah, descendez là en salle d'accouchement et on va essayer vraiment de faire baisser la tension. À ce moment-là, c'est vraiment pour me mettre du médicament pour baisser la tension en intraveineuse et pour essayer de faire baisser la chose le plus rapidement possible parce que bah clairement mon corps est en train d'accélérer le processus de prééclampsie. Du coup, on descend en salle d'accouchement et en fait, je crois qu'au bout d'une heure, malgré l'intraveineuse, ça descend pas. Enfin, en tout cas, déjà, j'ai toujours ce sentiment de barre parce que on me demande tout le temps, est-ce que c'est passé? Est-ce que vous avez toujours cette sensation? En fait, elle me quittera pas. Et puis, bah, ma tension baisse pas. Donc, en fait, à 18h, le gynéco me dit, bah, écoutez, on va pas attendre que de le faire en urgence cette nuit. On va faire une césar ce soir. Voilà, ça, c'est pas une urgence vitale parce que, alors, mon corps est clairement en train de dysfonctionner, mais voilà, c'est pas, les bébés sont pas en souffrance, moi ça va, donc il me dit, je préfère qu'on le fasse en prévention maintenant plutôt que d'attendre dans la nuit et que en fait tous les facteurs passent au rouge et qu'il faille le faire urgemment. Je suis clairement pas préparée, donc là je suis à 33 semaines. Mais en fait, le fait qu'on prenne le temps pour faire la césar, c'est ultra rassurant pour nous. On lui explique que je vais certainement pas les voir ce soir parce qu'ils vont partir directement en néonat. Donc, il faut qu'il fasse beaucoup de photos et de vidéos pour pouvoir me les montrer. On lui dit qu'on va pas forcément prendre le temps de lui parler, de lui expliquer ce qui se passe. Donc qu'il va y avoir de l'agitation autour de lui, mais qu'il faut pas que ça le panique, que c'est normal, etc. Donc en fait, on est quand même dans un... Alors, ça fait bien évidemment très peur, mais en même temps, le fait de poser les mots sur toutes les étapes qui vont se passer, et parce qu'en fait, elles se sont du coup déroulées comme ça, et puis, mine de rien, c'est bête, mais on a eu le temps d'appeler nos parents, de leur dire que bah voilà, ça allait être pour ce soir. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu ce truc de bah c'est urgent. En fait, t'annonces le lendemain à tout le monde qu'il s'est passé ci ou ça. Donc je sais pas, ça nous a mis dans le truc en fait aussi. Peut-être même de le dire à nos parents et à nos familles proches. Ben voilà, tu te mets aussi un peu en condition, je pense. Et voilà, bah je pars. Toi, quelle sera la suite justement? Est-ce que ils expliquent que toi, tu auras une prise en charge particulière? Non, bah, ils me disent que voilà, la prééclampsie, c'est rejet du placenta et du coup, enfin des placentas et que normalement, une fois que les placentas sont ben, plus dans le corps de la femme, le corps se régule et tout redevient à la normale et qu'en fait, le lendemain matin, ben normalement, tout devrait être ok pour moi, quoi. Du coup, on part au bloc, on me fait ma rachis, je m'installe et voilà. L'anesthésiste va être mes yeux pendant toute la césar. Enfin, il est à côté de moi. Alors, je pense pas qu'il y ait encore des masques maintenant, mais du coup, 2022, enfin, j'avais un masque sur la bouche. Il me dit non, mais je vous l'enlève. On peut quand même pas accoucher en ne voyant que la moitié du visage. Enfin, vraiment. Et puis, lui, il voit du coup derrière le champ ce qui se passe, il me dit tout ce qui se passe, que voilà, on m'ouvre, qu'on voit mon premier bébé, etc. Enfin, vraiment, il me fait vivre le truc et je l'ai remercié, enfin, parce que ça a été mes yeux. Vraiment, ça a été mes yeux. Il a été à côté de moi tout le long et il m'a dit tout ce qui se passait, tout ce qu'il voyait. Enfin, voilà. J'ai pas vu les garçons, ils ont été emmenés. Enfin, j'ai entendu du coup pleurer Gaston et Marcel, mais ça a été très vite. Je les ai pas vus, ils sont partis directement dans la petite pièce. J'ai pas paniqué parce que, enfin voilà, c'est ce qu'on m'avait dit au départ. Même pendant que mon gynéco et le médecin de garde étaient en train de me recoudre, enfin, ils parlaient tous les deux, je parlais avec eux, je savais que mon gynéco il avait sa garde jusqu'au dimanche soir, donc que j'allais le revoir. Enfin, vraiment mais comme si une discussion de café avec des gens que tu connais, enfin, c'était un peu particulier, quoi. Je pense que j'ai pas vraiment réalisé à ce moment-là.
Et puis, du coup, bah, voilà, on me met en salle de réveil. Avec la César, bah, tu vois, on doit attendre que tu ressentes un peu tes pieds, que tu puisses bouger tes jambes. Et il est assez tard parce que les garçons sont nés à 22h28 et 22h29. Et du coup, Adrien peut venir me voir vers minuit et demi, 1h, parce que je suis toute seule en salle de réveil, donc il l'autorise à venir me voir et à me montrer des photos, à me dire combien les garçons pèsent, etc. Et puis moi, je remonte en chambre. Je me sens plutôt bien. J'ai clairement pas cette sensation de barre. Enfin, je l'ai plus. Je vais bien. Et la nuit se passe et en fait, Adri rentre à la maison. Je lui dis, écoute, les garçons sont en néonat. Moi, de toute façon, là, je peux rien faire à part dormir, rentre te poser quelques heures, même si je vas pas dormir beaucoup, va optimiser tes quelques heures de sommeil. Et en fait, le lendemain matin, il revient me voir et les garçons sont toujours sous bulle, là, enfin, sous sac. Et en fait, donc moi, j'ai accouché dans une clinique qui est que de niveau 2. Et donc, ils peuvent pas garder les garçons plus de 24 heures avec ce système d'aide respiratoire. Et comme les garçons n'arrivaient pas à respirer tout seuls, il fallait passer au masque ou aux lunettes, mais pour le coup, il fallait que je sois transférée dans une maternité de niveau 3. Donc là, on nous explique un peu qu'on va demander où est-ce qu'il y a des places et qu'on espère que les deux vont être transférés au même endroit. Donc Et là, toi, du coup, transfert euh, aussi ou non au final? alors en fait, on nous parle du transfert et on me dit que si je veux en tout cas les voir avant leur transfert, il faut que je sois capable de tenir assise sur un fauteuil. Donc objectif, madame, réussir à vous lever et pouvoir vous asseoir. Et en fait, et ben, au moment où plusieurs fois on essaye de me lever du lit, j'arrive à me lever du lit. J'ai mal à une cicatrice de sésame, mais enfin, c'est une douleur parfaitement supportable pour moi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est douloureux. Je vais pas dire le contraire, mais en tout cas, voilà, rien qui me fasse trop mal. Mais par contre, je vois pas. Enfin, en fait, la sage-femme me dit, pour réussir à tenir droite et à vraiment vous maintenir debout, regardez un point loin devant vous fixe. Et en fait, je lui dis que je vois pas. Je lui dis que pour moi, loin, c'est flou et que j'arrive pas à regarder loin. Sinon, ben, je sens ma vue brouiller et presque un peu à me faire tourner de l'œil, quoi. Parce que tu vois, la sensation de tu vois pas net, comme si t'allais faire un peu un petit malaise. Et en fait, je pense qu'elle n'entend pas forcément ce que je lui dis. Et on fait plusieurs tentatives. Et en fait, j'arrive pas à me relever. Enfin, en tout cas, j'arrive à me relever, mais j'arrive pas à regarder loin. C'est flou. Et plus le temps passe, plus je vois flou. En fait, j'arrive à distinguer les choses, mais elles sont pas claires, quoi, c'est pas net. Et en fait, ben, tout ça en parallèle avec le fait que, ben, madame, vos garçons vont être transférés, vous pouvez pas partir tout de suite parce que, enfin, voilà, on cherche d'abord une place pour les bébés et tout. Je pense qu'on tient pas forcément compte à ce moment-là de mon état à moi. Enfin, en tout cas, ou alors je l'exprime peut-être pas suffisamment, hein, parce que je suis aussi un peu paumée je me mets cette pression de réussir à me mettre debout et assise pour pouvoir aller voir mes garçons avant qu'ils soient transférés. Et en fait, au moment où le SAMU arrive pour les transférer, euh, alors je ne saurais qu'après qu'ils me font un peu une fleur et qu'ils les descendent dans le service, parce que donc du coup ils les ont descendus dans le service maternité, sur un gros chariot. En fait, c'est un gros chariot avec du coup ben des parties un peu vitrées et où du coup tu peux apercevoir les bébés. Alors en fait, bah moi déjà c'est loin de moi parce que c'est au niveau des pieds du lit. Les garçons ont la bulle autour d'eux, donc autant dire que de toute façon, je vois pas grand-chose. Et en fait, surtout, je ne vois rien. Enfin, j'arrive pas à fixer ma vue. C'est flou. Mais du coup, j'ai cette grosse frustration de, ok, vous me les amenez, mais en fait, moi, je vois rien. Et en fait, ils partent et, euh, et je commence à faire le démo visage. Donc, en fait, je suis en train de faire tous les signes de la pré-éclampsie aussi, bah, post-accouchement. Et en fait, je suis en train d'être complètement déréglée. Enfin, j'ai ma tension qui repart en live. J'ai le visage tout gonflé. Alors, ce qui améliore pas la sensation de vue, parce qu'en fait, tellement je gonfle mes paupières, un peu comme si tu t'étais pris un coca, je suis très gonflée, donc en fait, ça appuie encore plus sur mes yeux. Euh, et du coup, directement, le samedi, je suis transférée en soins continus pour être checkée au niveau de la tension, électrocardiogramme et tout. Et en fait, et ben là, c'est un peu le début de longs jours d'attente, puisque mon corps a pas du tout réalisé que je n'ai plus les placentas en moi, et je suis en train de faire ben tous les symptômes de la prééclampsie après. Je sais pas si tu leur as posé la question, est-ce que c'est habituel qu'après l'accouchement, il y ait tous les symptômes qui... Non, normalement, c'est des symptômes que tu fais avant, et une fois que le placenta est enlevé, enfin,
Alors ça se stoppe pas instantanément, mais c'est censé être assez rapide, quoi. Et est-ce qu'il t'explique aussi quelle va être ta prise en charge, sachant que normalement, justement, c'est la délivrance du placenta qui permet Mm. d'arrêter tous ces symptômes et d'arrêter la Mm. prééclampsie. En fait, objectif premier, c'est stabiliser ma tension. Et une Ouais. fois que ma tension va se stabiliser, en fait, c'est là que du coup tous les petits dérèglements que j'ai dans mon corps vont normalement s'arrêter. Au niveau de ma vue, du coup, j'ai un rendez-vous. Heureusement, je suis dans une clinique qui a un service ophtalmique d'urgence. Donc dès lundi, je suis vue parce que mon gynéco a peur qu'avec la tension, ça puisse être un décollement de la rétine. Donc là, pareil, tu vois, tu rentres dans un truc où toi, en fait, tu viens d'accoucher, t'as une césar, t'as tes bébés transférés, on est en train de te parler de décollement de la rétine. Enfin, c'est un peu lunaire comme truc quand même. Et quand je descends pour mon rendez-vous ophtalmo, en fait, je me retrouve en salle d'attente avec une autre maman qui est, elle, dans un suivi ophtalmique, mais qui est plus, en tout cas, maternité. Et en fait, elle m'explique, pour exemple, qu'elle a carrément perdu la vue suite à la prééclampsie et que pendant plusieurs jours, elle ne voyait plus rien. Elle était dans le noir total. Et que c'est passé, en fait, avec le temps, dès que sa tension s'est restabilisée, son corps a recommencé à se remettre en mode de marche normale. Mais que, bah, en fait, tu ne sais pas quand et combien de temps ça va prendre, quoi. Donc, moi, je fais des tests. En fait, j'ai des œdèmes aux yeux, mais pas de décollement de la rétine. Donc, déjà, plutôt rassurant, parce que sinon, décollement de la rétine, c'est opération et tout. Enfin, voilà. Et c'est censé se remettre normal une fois que ma tension se sera stabilisée. Alors évidemment, je repars avec quand même des rendez-vous de suivi pour checker que tout se remette correctement, mais en tout cas plutôt rassurant sur ce rendez-vous-là. Et sauf que ben voilà, là on est lundi, mes garçons sont nés vendredi soir, je les ai toujours pas vus. Je commence à tirer mon lait, mais je ne vois que dalle à ce qui se passe dans la pièce. Je Adrien était suis- avec toi ou il est avec Ouais, les garçons? Il jongle un peu entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait là, Adrien, en ce ouais, moment? il aura tout fait, je pense. Il fait transport de lait, il donne des nouvelles. Non, en fait, dans sa routine, il allait voir les garçons. Non, il venait me voir, il prenait du lait, il allait voir les garçons, il repassait un peu à la maison. Enfin, il avait un peu cette boucle journalière. Ce qui, je pense, enfin, vraiment pas facile pour lui aussi. Il s'est mis en mode guerrier. Enfin, c'était le seul un peu rescapé de ce truc où, bah voilà, nos deux garçons sont dans un autre hôpital que moi. Je pense que il me l'a jamais trop dit, mais je pense qu'il était quand même très inquiet de mon état, la tête que j'avais, j'étais gonflée, j'étais moitié grise, je voyais rien, enfin voilà, c'était pas. Et puis ce truc de bah on sait pas quand ça va passer quoi. Donc il me disait bah remets-toi, occupe-toi de toi en fait, remets-toi en marche et une fois que toi ça ira pour les garçons et tout. Et en fait bah il y a un peu ce truc vicieux de bah ouais mais moi je veux vite aller mieux pour pouvoir aller voir mes garçons quoi. Hmm. Et en fait, je suis donc toujours sous intraveineuse de médicaments pour la tension. Et le mardi, j'ai une infirmière. Alors voilà, c'est pareil. Du coup, je suis passée en service de soins continus. Donc en fait, je suis complètement sortie de la maternité. Ouais. Donc je deviens une patiente un peu lambda. Et en même temps, je viens d'avoir une césar. Je suis en postpartum de grossesse gémellaire d'enfants que j'ai pas vu. Enfin, il y a quand même tout un truc un peu étrange. C'est sûr. Et en fait, l'infirmière de service le mardi matin me dit je n'ai pas vécu ce que vous êtes en train de vivre, mais je suis maman et je peux pas imaginer ne toujours pas avoir vu mes bébés au bout de 4 jours de vie. Donc elle me dit je vais tout faire pour que l'anesthésiste et le gynécologue trouvent une solution, quitte à ce que vous partiez avec votre perf en ambulance, mais en fait à un moment donné on peut pas, ça peut pas durer quoi. Et donc en fait on tente de me donner un médicament, le même médicament qu'en intraveineuse mais en cachet pour voir si ma tension reste ok ou pas. Et du coup c'est le cas. C'est le cas, ça repart pas en tension trop élevée et du coup j'ai une autorisation de sortie pour aller voir les garçons dans l'hôpital où ils sont. Enfin autorisation de sortie avec signature de décharge, que s'il Ouais. se passe un truc, voilà. Bien sûr, hein, faut pas non plus rêver. Mais du coup j'ai une autorisation de sortie jusqu'à en fait donc là c'est le milieu d'après-midi jusqu'à la fin de relève de l'autre équipe pour que je sois rentrée avant que la nouvelle infirmière qui prenne son service, enfin tu vois qu'elle puisse me voir quoi. Ouais, ça marche. Et au niveau de la vue, est-ce que tu as retrouvé un peu la vue, sachant que la première fois qu'on te les a présentés, tu pas pu bien les voir, tout était flou? Alors, c'est moins flou, c'est pas net. C'est pas net, genre je sais bien que je vois pas, je vois clairement pas bien, mais c'est plus flou.
J'ai commencé à dégonfler, j'ai plus d'œdème au visage déjà. Donc vraiment, mon corps est en train de... J'ai toujours de la tension, mais mon corps est en train De de se réagir. restabiliser. Ouais. Du coup, comment ça se passe, la rencontre avec les garçons? Et ben, j'arrive du coup là-bas, on trouve un peu comme bien que mal un fauteuil pour que je puisse un peu, parce que bah voilà, César, je vais quand même pas arpenter non plus. Faut pas non plus trop m'enfanter. Je vais pas arpenter tous les couloirs de l'hôpital pour réussir à atteindre la néonate. On arrive à trouver un fauteuil pour que je puisse monter en néonate. Alors là, déjà, je suis pas forcément un peu surprise enfin pas surprise parce que c'est ce que j'imagine, mais de devoir mettre une surchemise, enfin des gants, te laver 10 fois les mains. Enfin, tu vois, il y a vraiment un protocole. T'imagines pas ça en fait pour la première rencontre avec tes enfants. Et du coup, ils sont dans l'espace soins intensifs. Mais du coup, au moment où je rentre dans la pièce, je crois qu'il y a 8 berceaux. Et en fait, bah, je sais pas, le premier bébé que je vois, c'est Gaston et je suis persuadée que c'est le mien. Là, je reste une petite heure et demie, je pense. Je peux pas faire de peau à peau parce qu'en fait, ça demande beaucoup trop de temps aux équipes de débrancher, de rebrancher sur moi, etc. Mais on me dit que dès que je vais être transférée, parce qu'en fait, l'objectif premier, c'est que je puisse être transférée dans le même hôpital que les garçons. Mais tant que j'étais pas stable, je pouvais pas l'être. Et en fait, tant que j'avais une perf déjà dans la clinique, je pouvais clairement pas être transférée dans l'autre hôpital. Et voilà, non, c'était assez fort. J'ai trouvé ça évidemment très court, mais c'était assez fort de les voir. Il y a cette petite anecdote que je voudrais quand même raconter, c'est que j'ai eu beaucoup de mal les premiers jours à appeler la néonate. Adri me disait, mais Marion, appelle jour et nuit dès que t'as besoin d'avoir de leurs nouvelles. Et en fait, je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que pour moi, mon seul repère, c'était Adri, le seul que je connaissais, et appeler des gens que je ne connaissais pas pour demander des infos sur des bébés. Enfin voilà, enfin, des enfants que je connais pas en fait, qui n'étaient pas les miens. Il n'y avait pas eu la rencontre, c'était genre surréaliste pour moi et ça me rattache, enfin ça me rassurait que ça passe par lui. Et en fait, il y a une infirmière qui m'a fait un petit SMS qui n'aurait pas dû, parce elle a normalement pas le droit, mais elle m'a fait un SMS avec une photo un jour où il avait collé les deux et elle m'a donné deux, trois petits messages et deux, trois infos sur elle. Et en fait, ça m'a débloqué. Ça m'a débloqué. Et suite à ça, je l'ai appelée en fait, parce que je sais qu'elle a un peu bravé l'interdit en me faisant une photo qu'elle aurait pas dû m'envoyer sur un téléphone perso, enfin voilà. Mais ça a débloqué un peu un truc quand même en prise de nouvelles. Et du coup, bah, dès le mercredi, le lendemain, j'ai pu être transférée avec eux, Ouais. donc dans l'hôpital où ils étaient. Et là, ben voilà, c'est le début d'une autre histoire parce que tu rentres dans cette routine de je me désinfecte, je rentre en néonat, etc. Je continue de tirer mon lait, mais mais t'es à côté, tu sais que tu peux y aller quand tu veux. Tu peux monter dans le service quand tu veux. Avant de me coucher, j'allais les voir. Je me réveillais, j'allais les voir. Enfin, tu vois, tu peux passer autant de temps que tu veux avec eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Toi, du Et coup, après le transfert, comment tu te sens? Est-ce que les symptômes finissent justement à tous s'éliminer? alors l'attention, non. J'ai toujours de l'attention, je suis toujours sous cachet, ça part pas par contre, mais tous les autres, oui. J'ai la vue qui est revenue, j'ai plus de démo visage, je me sens mieux. Alors affaiblie, mais je me sens mieux, mais ma tension toujours pas. Donc j'ai toujours, si c'était la seule contrainte, c'est que je devais être toutes les, je sais plus combien dans ma chambre pour faire des prises de tension et vérifier que je sois pas à nouveau en train de trop remonter. Mais en fait, les cachets m'ont quand même bien stabilisé. Et en fait, c'est là que ben du coup est rentrée la question de ben en fait madame, vu qu'avec les cachets votre tension se stabilise, va falloir rentrer chez vous. Et là j'ai eu ce truc de ben en fait c'est pas possible. Enfin genre moi je viens juste Ouais, de tu sens trouver un lâcher peu. un Mm. peu. Ouais. Et sachant que c'est pas non plus une tension revenue à la normale non plus. Non, clairement, clairement. Et ça me fait un peu peur. Je leur dis mais en fait vous me demander de rentrer chez moi alors quoi je vais arrêter toute seule les cachets chez moi et ça va se passer comment? Enfin qu'est-ce que et en fait, du coup, on prend la décision que je reste 24 heures de plus pour arrêter les médicaments et voir ce que ça donne. Et en fait, ma tension est encore un peu haute, mais ça va. Et en fait, sachant que les garçons étaient à la néonate et que du coup, j'allais venir tous les jours, et ben, donc je rentrais à la maison et après, je devais passer dans le service pour checker ma tension, pour voir que voilà, c'était OK. Ça marche. Du coup, combien de temps est-ce qu'ils vont rester en néonat Ils sont restés quatre semaines. Ils Ouais. sont sortis pour leur 37e semaine. Donc en fait, ça a été très long et en même temps très court. On est rentré dans ce truc routinier de on y va à telle heure, on fait ci, on fait tel soin, on repart pour les soins de telle heure.
Et en même temps, ça a été une formation plus. Enfin, vraiment, cette expérience en néonate, même si elle est pas évidente, hein, évidemment. Enfin, je souhaite ça à personne, mais en fait, tu prends. Enfin, c'est une formation accélérée. Tu prends tous les conseils que vont te donner les professionnels. Et en fait, ben, tu sais faire le bain à la méthode de telle infirmière, et puis tu sais faire le bain à la méthode de telle auxiliaire, ou ben moi je fais plutôt le row comme ça, ben moi je le prends comme ça, enfin voilà, et du coup on est rentré avec enfin les clés et tous les outils, enfin voilà, quand ils sont sortis, ben on s'est dit ok en fait on va appliquer ce qu'on a appris pendant 4 semaines quoi. Pour toi aujourd'hui, si on en revient à justement ta prééclampsie, est-ce qu'il y a un suivi particulier aujourd'hui après une première grossesse en prééclampsie? Est-ce que si jamais il y a de nouvelles grossesses, il y a de nouveau un risque plus élevé de prééclampsie? Qu'est-ce qu'il en est pour toi par rapport à cette pathologie-là? Moi, j'ai pas en tout cas aujourd'hui, 2 ans après, j'ai pas de suivi particulier. Bah, j'ai dû effectivement donc avoir mes suivis ophtalmiques. J'ai dû faire des suivis de tension quand même assez réguliers chez mon médecin généraliste. Et j'ai dû faire un électrocardiogramme parce qu'il y a quand même des risques, en tout cas quand tu as fait une prééclampsie, tu peux avoir des risques cardiovasculaires. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout, mais donc ils préconisent que tu fasses un suivi avec un électrocardiogramme. Pour moi, tout est redevenu OK. Euh, S'il y a une future grossesse, forcément, je serai suivie, mais il y a, je crois, pas des masques, enfin, a priori, pas de risque que ça redégénère autant, en tout cas. Et sur la prééclampsie, il y a juste une petite chose que je voulais ajouter parce que donc en fait les symptômes que j'indiquais tout à l'heure sur les mouches devant les yeux, le bourdonnement dans les oreilles, le fort mal de tête, etc. Et aussi la tension, en fait on sait pas toutes que on peut aller en pharmacie faire prendre sa tension. Donc en fait demain quelqu'un a le moindre doute sur ah je me sens pas bien et que ce soit prééclampsie ou pas prééclampsie en fait. Juste, tout le monde peut s'arrêter à sa pharmacie de quartier et demander à faire prendre sa tension pour voir où on en est. Et je trouve que c'est bon à savoir parce que bah déjà, moi à la base, la prééclampsie, je savais pas vraiment ce que c'était, je savais pas quels en étaient les symptômes, et etc. Et du coup, de savoir que ben tu peux, en tout cas, ne serait-ce que te rassurer en faisant prendre ta tension de temps en temps chez ton pharmacien, bah, c'est toujours une Même s'il y information a importante. rien qui déconne ou que tu n'as aucun voilà, symptôme particulier, Mm, juste aller toi, de toi-même, à la pharmacie ça coûte rien. 2 semaines, attention, et puis au moins, t'es sûr. Exactement. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.